Bonjour. Alors, nous remercions l'Institut français de Tunis de nous accueillir pour présenter nos travaux. Et d'abord, nous allons nous présenter nous-mêmes pour savoir d'où on parle justement pour présenter cette question des inondations à Tunis. Alors, en ce qui me concerne, donc Alexis Sierra, je suis chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. À l'origine, donc je suis en accueil, je suis maître de conférence en géographie. Mes terrains initiaux sont les villes latino-américaines dans lesquelles j'ai étudié la gestion des risques et la gestion des crises. Et mon idée a été de confronter sur un nouveau terrain, celui donc de Tunis et de la Tunisie, les hypothèses et les conclusions auxquelles j'étais arrivé dans les villes latino-américaines, en particulier celles sur lesquelles j'ai travaillé, donc l'Équateur, Quito en Équateur et Lima au Pérou. Et donc, c'est en tant que géographe ayant cette expérience d'analyse de la gestion des risques et des crises et du travail aussi avec les municipalités et la protection civile dans ces pays latino-américains que je suis venu travailler sur le terrain tunisien pour aborder essentiellement la gestion des crises, la question des crises, de la crise en ville et de la gestion des risques. Donc, voilà, pour dire d'où je parle pour aborder cette question des inondations et de la gestion des inondations à Tunis. Et je passe la parole à Anaïs pour qu'elle se présente elle-même. À l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Oui, vous m'entendez? C'est bon. Donc je reprends. Alors oui, je suis étudiante en aménagement du territoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et l'objet de mon mémoire de recherche de master est porté sur le risque inondation dans le Grand Tunis et notamment le point de vue des acteurs institutionnels. Donc je vais pour ma part me baser sur ces travaux pour cette présentation. Donc, nous avons pour appuyer cette conférence quelques images et un diaporama pour illustrer notre propos. Alors, nous avions mis en ouverture un certain nombre de photographies qui sont issues de la presse comme accroche pour aborder cette question justement des inondations qui ont défrayé la chronique récemment et encore très récemment, avec un certain nombre de conséquences qui ont mobilisé l'opinion publique, la presse, les acteurs publics, avec souvent un commentaire sur l'exceptionnalité de ces inondations-là, et donc qui nous interroge sur ce qu'elles sont. Alors, on va peut-être passer à la diapositive suivante. Peut-être tu veux commenter ce... Oui. Donc les inondations les plus récentes et que j'imagine les Tunisiens et les Tunisiennes se souviennent il y a peu, c'est celle du 10 septembre 2020. Donc il y a un peu, quasiment 2 mois, qui ont notamment entraîné le blocage de routes et des transports publics. Donc là, on avait mis une photographie qui n'est pas visible, mais c'est pas très grave. Là, l'idée, c'est que dans la presse, ce qui est mis en avant, c'est justement le caractère assez catastrophique de ces inondations et aussi qu'elles sont récurrentes. Donc, comme on peut le voir, rien n'a changé. Les inondations dans les régions en Tunisie ont généré des dégâts considérables et cela s'inscrit tout de même dans le temps long et aussi dans des régions différentes en Tunisie, aussi bien Kasserine, Gabès, Nabeul, on en parlera juste après. Et donc, l'idée, c'est de questionner les inondations comme un événement exceptionnel ou alors comme un événement qui est beaucoup plus, qu'on pourrait qualifier de chronique. Donc là, ça sera l'occasion d'en parler dans cette discussion.
Alors, l'un des moyens de remettre les choses en perspective, notamment face au discours qui est celui de dire on doit faire face à des événements qui sont exceptionnels ou des explications parfois un peu faciles, globalisantes, qui visent à dire c'est une conséquence du changement climatique. Il faut rappeler que la Tunisie est un pays méditerranéen. Je pense que là, j'enfonce des grandes portes ouvertes, mais il est quand même important de rappeler que les précipitations sont saisonnières, qu'elles existent, qu'il y a une topographie qui façonne un réseau hydrographique. Et la métropole Tunis est à son débouché. Comme vous pouvez le voir sur ces cartes, hein, il y a une variabilité dans l'espace de ces précipitations. Et donc, il y a des conditions climatiques, topographiques, hydrologiques qui font qu'on a, de manière naturelle, des inondations, des crues, des zones de submersion marine dans la Tunisie. Et donc, c'est en replaçant la métropole, l'agglomération du Grand Tunis, dans ce contexte régional, zonal, j'ai envie de dire climatique, régional, méditerranéen, national, que l'on peut comprendre ce contexte d'inondation à Tunis. Alors, justement, si on change d'échelle, en passant à l'agglomération, donc c'est la diapositive suivante, on peut constater cela, peut-être puisque tu avais travaillé plus précisément dessus. Oui, alors mes travaux sont au niveau de l'agglomération du Grand Tunis. Et pour traiter de cette question du risque inondation, je me suis basée notamment sur une revue de presse pour essayer de territorialiser ce risque, territorialiser les inondations et les localiser dans l'espace. Donc, de cette revue de presse a abouti plusieurs choses. Donc, que les espaces ne sont pas égaux face à ce risque et que d'un point de vue historique, on constate qu'il y a des espaces qui sont beaucoup plus soumis aux inondations qu'à d'autres. Donc on peut le voir sur cette carte par des pointillés bleus que les inondations sont beaucoup plus fréquentes autour notamment des CEPRA, donc la CEPRA de l'Ariana au nord-est du Grand Tunis et celle de Sijoumi au sud-ouest, pardon. Donc autour des berges de la Sapra, ensuite au niveau de la ville coloniale basse, puisque l'urbanisation coloniale s'est en fait développée dans des espaces inondables et plus au sud de l'agglomération. Donc, ce qui ensuite m'amène à parler un peu plus des inondations d'un point de vue historique, puisque nous avons commencé par les dernières inondations qui datent du 10 septembre 2020, qui sont pour les Tunisiens et les Tunisiennes les plus récentes, mais en fait, les inondations d'un point de vue national existent depuis bien longtemps. Le géographe Noam Ferry a même fait un travail d'archives et il est mention des inondations depuis le début du XXe siècle. Et ici, sur cette frise chronologique, on peut voir que les inondations sont mentionnées dans la presse et aussi dans les discours politiques depuis bien longtemps, mais qu'elles sont rentrées dans le discours politique et dans l'agenda politique assez récemment, à partir du début du XXIe siècle, donc les inondations les plus marquantes, on va en parler juste après, sont celles de 2003. Oui, parmi ces événements, donc on voit que depuis une trentaine d'années, on a des inondations qui sont plus marquantes, hein, qui marquent l'opinion. Mm. Et parmi ces inondations, on les avait juste illustrées après, il y a deux événements particuliers. Enfin, si je le prends de manière anecdotique, quand je suis venu il y a 2 ans en Tunisie pour la première fois, je suis venu juste après les événements de Nabeul.
Et effectivement, les autorités, ceux qui faisaient des études sur les inondations, faisaient référence à ces inondations de Nabeul qui ont mobilisé l'opinion, mais pas simplement l'opinion, mais des experts et des experts de l'aménagement pour dire il faut effectivement faire quelque chose. L'autre événement qui avait marqué aussi, ce sont les inondations de 2003 qui concernaient cette fois-ci donc Tunis, là, puisque je faisais référence à Nabeul. Mais on peut noter qu'en 2003, il y avait déjà eu des inondations catastrophiques. Alors, ce qui est intéressant à souligner aussi, et on le voit à travers les photographies que l'on a vues, mais aussi les photographies suivantes, c'est que ce qui est illustré par les photographies, mais qui est assez révélateur de ce qu'est le risque, je vais y revenir, mais donne des enjeux majeurs que ces inondations mettent en avant, ce sont la mobilité. C'est la mobilité comme un bien qui est remis en cause par ces inondations. Et souvent, on voit les photographies qui les illustrent sont des photographies sur la voie publique qui montrent des dégâts sur cette voie publique, mais une obstruction de la mobilité, des transports qui sont plus ou moins durablement remis en cause et détruits en fonction de l'infrastructure. Et donc là, il faut bien voir que cette perte-là a un effet sur ce que j'appelle la construction du risque. On va passer à la diapositive suivante. Alors, ça m'amène directement à remettre en perspective, là aussi, cette question des inondations à Tunis par rapport au vocabulaire qui est utilisé, à celui de risque. On a déjà parlé de catastrophes, d'accidents, de risques, etc. Mais avoir un vocabulaire particulier renvoie à des approches différentes et ce vocabulaire va déterminer aussi des actions particulières. Alors, un petit rappel. Donc là, la diapositive, elle est animée en fait. Voilà. Dans la loi tunisienne, notamment la loi de 91, on va s'arrêter là pour l'instant, on voit qu'il y a une référence aux catastrophes, aux calamités. Alors, donc, le terme qui est dans la loi de 91, c'est le terme de calamité. Il y a celui de catastrophe qui est assez proche et qui est différent de celui de risque. Et puis, on trouve dans d'autres textes de loi d'autres termes, comme celui de menace, d'aléa, de danger, de fléau aussi. Alors, calamité, fléau, c'est vraiment des éléments que je trouve particuliers à la loi tunisienne par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou en Amérique latine. Et là, il faut vraiment distinguer les choses. Alors, on peut continuer dans l'animation. Il y a un ensemble de termes qui renvoient à quelque chose, à une réalité qui a eu lieu, qui est effective, qui est concrète, où on voit les dégâts. Et puis, on a un ensemble de termes, comme celui de menace, aléa, danger, fléau, qui peuvent renvoyer à la fois à des choses qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui peuvent avoir lieu, et puis à l'origine première, on va dire, naturelle, de cette catastrophe. Donc, typiquement, dans les sciences de la Terre, on utilise beaucoup, en France, on utilise le terme d'aléa, hazard en anglais, voilà, qui renvoie au phénomène perturbateur qui est premier. Et là, je voudrais vraiment insister sur la différence qu'il y a entre risque et aléa, entre la menace et ce que l'on appelle risque. Parce qu'il y a souvent une confusion. Quand on parle de risque d'inondation, on peut entendre la probabilité qu'il y ait des inondations, qu'il y ait des crues, c'est-à-dire la probabilité que cette submersion, cette crue, que ce recouvrement d'une surface, d'une portion du territoire par l'eau se fasse. Et donc là, on est dans l'aléa en fait, alors que dans les sciences humaines et sociales, mais aussi dans les institutions internationales, je vais y revenir, on utilise le terme de risque comme une probabilité de catastrophe, ce qui n'est pas la même chose. Alors là, je fais référence des fois au jeu de hasard pour faire la distinction, donc c'est ce qu'il y a juste après.
pour bien distinguer le risque de l'aléa. Si vous prenez la roulette, l'aléa, d'ailleurs à l'origine c'est le terme, en latin, aléa, c'était César quand il avait dit aléa iacta est, les dés sont jetés pour franchir le Rubicon. C'est comme la boule qu'on fait rouler dans la roulette, qu'on fait tourner. Donc ça c'est le phénomène premier. Là, tant que vous faites tourner la boule, qu'elle tombe sur le 2 ou le 10, ça n'a aucune conséquence, ça n'a aucune incidence. Ce qui est important, c'est effectivement la mise. C'est ce que l'on met sur le tapis vert. Alors, le vert qui est une couleur symbolique en Europe du hasard, mais qui a d'autres dimensions symboliques, et notamment ici. Mais c'est cette mise, ce pari, et donc cet enjeu. Justement, quand on fait des études sur le risque, on parle d'enjeu, donc ce qui peut être perdu, c'est-à-dire ce qui est mis en jeu. Vraiment, littéralement, on est vraiment comme dans les jeux de hasard. Donc, l'aléa, c'est la boule. Le risque, c'est ce que l'on perd. Et ce n'est pas la même chose, effectivement, d'agir sur l'aléa, c'est-à-dire sur le lancer de boule, que d'agir sur ce que l'on peut perdre. Je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête pour comprendre ce que sont les différentes manières d'aborder la gestion du risque. Alors, je vais passer à la suivante pour rappeler, là, très brièvement que effectivement le risque, la catastrophe, c'est quelque chose qui a eu lieu. C'est les dégâts, c'est ce que l'on voit, c'est des victimes. On peut continuer. Alors que le risque, eh bien, on ne le voit pas. C'est une réalité. Alors toujours, ça surprend un peu quand je le dis. C'est une réalité, mais une réalité qui est abstraite. Le risque est vraiment abstrait. Donc, ça va renvoyer à des connaissances qui sont difficiles à saisir. On va modéliser certaines choses parce qu'on ne sait pas ce qui va se produire. On ne lit pas dans la boule de cristal. La prédictibilité est toujours très difficile, elle est très incertaine en tout cas. Ça passe par des scénarios, mais c'est ça le risque. Alors que la catastrophe, on peut faire le bilan de ce qui a eu lieu. Et ça va nous expliquer aussi toute la difficulté qu'il y a à saisir la gestion de risque. Et si je prends le temps de poser ces éléments-là, c'est pour ne pas avoir une lecture trop simpliste aussi ensuite de ce qu'est cette gestion du risque. Alors, on peut poursuivre. Le risque, si je prends le terme, là aussi français, a d'emblée cette ambiguïté, cette ambivalence, parce que ça désignait originellement, alors là on a marqué à partir du XVe siècle, mais le terme est utilisé avant, dès le XIIIe siècle, mais c'est vrai qu'il se généralise surtout au XVe siècle, et notamment avec la navigation maritime. Ce qui veut bien dire qu'il ne commence à y avoir de risques que quand on commence à perdre des choses. Quand la marchandise du bateau est perdue, là, on a parlé de risque. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on commence à développer le système assurantiel. Et l'un des premiers secteurs qui utilise le terme de risque, c'est les assurances. Alors, là aussi, si je fais ce rappel historique, c'est pour bien voir que finalement, le risque se construit. J'ai envie de dire, avant qu'on utilise le terme de risque, le risque n'existe pas. Et pourtant, il y avait bien des pertes. Vous voyez ? Donc, c'est pareil avec le risque d'inondation. À un moment, en Tunisie, avec ces grands événements, ces catastrophes, on va parler de risque et à partir de là, on va parler d'une gestion de risque. Ça ne veut pas dire que les inondations n'existaient pas. Elles existaient bien et il y avait aussi des dégâts, mais comme ça concernait peut-être peu de monde ou pas des gens qui avaient un relais, eh bien, on ne les mettait pas à l'agenda politique. Voilà. Et donc, je rappelais aussi que l'un des enjeux qui fait qu'on va parler de risque, notamment, c'est la mobilité. Ce n'est pas le seul, mais Anaïs peut le confirmer. Quand tu as fait ta revue de presse, l'un des enjeux qui apparaissait, c'était celui de la mobilité. Parmi d'autres, bien sûr. Oui. En fait, dans la presse, souvent, lorsqu'il est mention des inondations et lorsqu'on parle des inondations juste après un événement catastrophique, ce qui est mis en avant, c'est le blocage notamment du réseau routier, parce que c'est ce qui est très important à Tunis pour la mobilité. On utilise notamment le plus, c'est la voiture. Et donc, ce qui bloque et ce qui est mis en avant par les journalistes, c'est le fait de ne plus pouvoir se déplacer. Donc, ça engendre plusieurs choses, notamment d'un point de vue économique. Donc, c'est
les salariés, les ouvriers, etc., qui ne peuvent plus se rendre dans leur lieu de travail. Mais de façon plus générale, en fait, il y a aussi les réseaux de transport collectif qui sont mis en avant. Et en fait, de l'autre côté, les habitations, tout le domaine qu'on mettrait moins et moins mis en avant, le logement ou alors tout simplement les espaces verts, etc. Donc oui, comme le dit Alexis, vraiment la mobilité dans le Grand Tunis est vraiment ce qui est pointé du doigt en premier dans la presse. J'ai envie de dire qu'on le retrouve dans d'autres villes et c'est assez propre aussi à des métropoles qui doivent être mobiles, en fait, dans le monde contemporain, finalement. Et en plus, dans une métropole, c'est aussi les communications avec le reste du pays, avec l'étranger. Donc, on voit à travers ces éléments-là que finalement, l'urbanisation, enfin, vous voyez, on est parti de l'aléa, on est parti du phénomène naturel et on va vers l'urbanisation pour comprendre ce qu'est ce risque et donc comment gérer le risque. C'est en connaissant effectivement la ville. Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître les dynamiques naturelles et physiques, loin de là. Mais c'est bien à partir de la ville, à partir de la connaissance de la ville, que l'on peut mieux comprendre les approches qu'il y a de la gestion du risque et peut-être pourquoi on fait certaines choses et on ne fait pas certaines choses. Oui, parce qu'on a tendance à penser que c'est les pluies qui font les inondations, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la ville. Donc là, ce qu'on va mettre en avant, c'est que l'urbanisation est aussi une des causes des inondations dans le Grand Tunis, mais en fait dans la majorité des grandes villes. Donc on va pointer deux éléments. Tout d'abord, que l'urbanisation a comme première conséquence l'exposition à la menace hydrique. Donc là, c'est quelque chose d'assez commun, l'étalement urbain. On va le voir juste après. Oui, on va le voir juste après. Donc l'exposition à la menace hydrique et ensuite la transformation à cette même menace. Donc tout d'abord, l'exposition à la menace hydrique, c'est pas exceptionnel à Tunis, c'est l'urbain, étant donné qu'il s'étale, le risque aussi s'étale dans le sens où des populations s'installent dans des espaces qui auparavant n'étaient pas occupés. Donc donc là sur les cartes qu'on a mis en avant, c'est que auparavant, la population tunisoise était localisée au niveau de la Médina et de Carthage. C'est la ville la plus ancienne et que au cours du XXe siècle, elle s'est étalée autour des SEPRA et des grands axes de communication. Mais donc ce phénomène d'étalement urbain, il n'est pas uniquement exceptionnel à l'agglomération tunisoise, c'est le fait de l'ensemble des villes dans le monde. Et là, ce que j'ai mis en avant avec la carte juste à côté, l'objectif, c'est de mettre en dialogue en fait ces différentes cartes. C'est que on constate que l'étalement urbain s'effectue dans des zones inondables. Donc, on en a parlé juste avant, c'est des espaces qui sont plus propices au risque inondation. Et c'est comme ça que se crée le risque, en fait. Voilà. Faut bien comprendre que avant même de dire ce qu'on va voir après, que l'urbanisation, puisque c'est une des causes qui est indiquée, transforme la menace, ça veut dire à pluie égale, à crue égale, à intensité de pluie égale, le simple fait que vous ayez des logements, des infrastructures, des activités économiques et la population, bien sûr, qui s'expose à cette menace, fait qu'il y a du risque. Voilà. Donc, c'est la première cause qui est toute simple, c'est effectivement cette urbanisation.
Alors là, on a quelques cartes anciennes. Hein. On a ressorti, bon, voilà, on travaille beaucoup sur l'espace, en géographie, en aménagement. C'est notre approche. Donc l'utilisation de cartes, elle est vraiment très utile aussi pour relativiser. Là, on a une carte de 1928 hein, qui nous montre que des secteurs qui sont aujourd'hui occupés, alors autant autour du lac de Tunis qu'autour de la Sepret Sejoumi, étaient vides. En fait, vides, pas complètement. Hein. Il y a des secteurs qui étaient agricoles. Ce qui est intéressant aussi de voir, puisque tu signalais que depuis le début du XXe siècle, il y a des inondations qui sont signalées. Vous voyez la route qui passe au sud-est de la Sepret Sejoumi, hein, qui existait déjà à l'époque, elle est dans un secteur qui est inondable, qui peut subir des crues. Hein. Et donc, effectivement, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des témoignages au début du XXe siècle d'inondations, pas parce que les inondations étaient nouvelles, mais parce qu'elles affectaient ces routes, hein, par exemple, qui venaient d'être construites. Voilà, on a l'autre secteur sur lequel notamment a travaillé Anaïs, qui est le secteur de la Sepret Ariana. Oui, en fait, j'ai travaillé notamment sur le quartier de Pral Lazreg, qui est au sud de la Sepra Ariana, qui auparavant et qui est toujours un espace agricole, mais qui a été mité par des habitations individuelles notamment. Et en fait, l'installation de ces populations sur des espaces qui auparavant n'étaient pas anthropisés, en fait, qui n'étaient pas où il n'y avait pas de construction. Oui. Cela a participé à la construction de ce risque dans cet espace-là. Donc, là, on voulait rappeler effectivement que tant qu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de risque. On est sur un espace d'aléa et que ce sont des espaces qui sont soumis à des dynamiques, encore une fois, naturelles ou des dynamiques, voilà, des phénomènes perturbateurs, des phénomènes de rupture. Enfin, voilà, on peut avoir plusieurs termes. Et que ces espaces, quand ils sont urbanisés, là, à ce moment-là, le risque se construit. Alors, on va le voir dans la diapositive suivante. Merci. Voilà, par exemple, là, dans la photographie qui est en bas, vous avez un lotissement qui était prévu, hein, là, qui est en déshérence depuis, mais sur le pourtour du Sepret Sejoumi. Alors, c'est assez intéressant ce cas du Sepret Sejoumi parce que bon, voilà, il y a eu beaucoup de quartiers d'autoconstruction à partir de terres agricoles. Alors, il faut voir aussi que ce qu'on appelle l'inondation, là, qui nous apparaît comme une catastrophe aujourd'hui, ne l'a pas toujours été. Enfin, je veux dire, les inondations, elles sont bénéfiques aussi pour les agriculteurs, pour le monde agricole, pour la production agricole. Voilà. Donc, ce secteur a été progressivement urbanisé, notamment à travers effectivement des quartiers précaires, mais on voit aussi que c'est un espace d'enjeu parce que vous voyez, enfin, les photographies que l'on peut prendre de cette zone sont esthétiquement assez, enfin, le paysage est assez beau, et vous avez pu avoir des lotissements, vous avez des projets récréatifs qui concernent ce secteur-là. Donc c'est aussi des espaces d'enjeu. Et effectivement, si on construit là, ces inondations, elles vont renchérir le coût, hein, si on veut s'en protéger. On va passer à la suivante. Je vais vous montrer un autre secteur. Là aussi, pour relativiser un peu et pour dire que cette occupation, elle est due à plusieurs types d'urbanisation. Peut-être, Alexis, peut-être une question d'un spectateur, je dirais, avant de passer à la suite. Voilà, quelqu'un nous demande quelle est la facture qui serait le facteur, pardon, quel est le facteur le plus important? Est-ce que c'est la gestion du temps, la gestion du stress, la sensibilisation des associations sur le plan réel au moment des inondations? C'est-à-dire au moment où il y a l'inondation? Oui. Alors là, c'est vrai que pour l'instant, on n'en était pas à la gestion de crise, mais on en était à la gestion du risque. Peut-être que je vais l'aborder après la question, parce que effectivement, là, la question renvoie
un peu à la distinction que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire au moment de la catastrophe, enfin, si vous voulez, on peut répondre tout de suite, hein, mais la question relève de la gestion de crise, c'est-à-dire de la situation où on est face à un événement, et là, on a à gérer plusieurs éléments sur lesquels je reviendrai peut-être après, mais qui sont la sidération, l'incertitude, l'urgence, voilà. D'accord. Là, effectivement, on en était un peu à la phase avant, c'est-à-dire la gestion du risque, c'est-à-dire tant qu'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Ok, Voilà. donc on continue. Bien, on va peut-être un peu accélérer. Voilà, alors là, vous voyez, donc l'animation un peu rapide. Là, vous voyez, vous avez en haut, c'est une carte topographique des années 80, début 80, où on voit que le nord du lac de Tunis, hein, les berges du lac, sont construits sur des zones de marécage, hein, vous voyez. Vous voyez donc, donc en haut la carte topographique, en bas c'est un extrait d'un plan un type Google Maps, où il y a tout l'aménagement que vous connaissez peut-être du nord de ce lac. Donc ça veut dire que là on a un autre type d'urbanisation, hein, de promoteurs qui se fait là aussi sur des zones d'inondables. Et si on regarde d'ailleurs des constructions alors, donc, qui datent de l'année dernière, on doit pomper pour effectivement faire les fondations sur ces éléments-là. Donc, je ne dis pas que c'est un espace à risque voilà, en soi, hein. Après, ça dépend aussi comment on aménage, mais c'est pour dire aussi qu'il y a plusieurs types d'urbanisation. Il y a l'urbanisation informelle, mais l'urbanisation aussi formelle, des promoteurs, pas simplement l'autoconstruction, par exemple, mais différents types d'urbanisation qui font qu'on s'expose, qu'on se met dans des zones d'aléas. Donc là aussi, pour mettre bien les choses en perspective. On va passer à la suivante. Alors là, c'était vraiment pour insister sur le fait que le risque, c'est d'abord s'exposer à. Et puis ensuite, effectivement, il y a l'urbanisation qui peut transformer cette menace. Oui, alors l'urbanisation qui transforme la menace, c'est quelque chose aussi d'assez commun et qui est traité de façon technique par les hydrologues, les ingénieurs. Et donc, on voudrait rappeler que, bien sûr, nous, ce n'est pas notre approche, on a plus une approche de géographe. Et aussi qu'on manque d'études à ce sujet concernant comment l'urbanisation transforme la menace. C'est-à-dire qu'il existe à l'heure actuelle peu d'études institutionnelles ou de différentes agences sur en quoi l'urbanisation transforme la menace liée aux inondations. Donc on voulait tout d'abord rappeler ça, mais que tout de même, de par nos recherches respectives et l'étude de la presse, on constate qu'il existe des représentations sociales dans la presse et aussi dans les discours politiques qui mettent en avant le fait que l'urbanisation a un impact sur le risque inondation. Donc notamment, ce qu'on a mis en avant, c'est la mise en cause du réseau d'assainissement en Tunisie, mais en fait, on le voit dans différentes villes, toi notamment, Alexis, en Amérique du Sud. Donc le réseau d'assainissement est incriminé par la presse, comme je l'ai montré dans mes travaux, de différentes manières. Notamment, donc le calibrage du réseau, on dit que le réseau d'assainissement est sous-dimensionné. Aussi le manque d'entretien par les agents municipaux, etc. La vétusté, donc, qui est notamment due au fait que le réseau d'assainissement à Tunis est assez ancien. Il date pour la plupart du temps de l'époque coloniale. Et enfin, l'obturation par les déchets. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquemment mis en avant. Le fait que les bouches d'égout sont bouchées, en fait, tout simplement par différentes sortes de déchets et qui peuvent, en fait, amener à des inondations lors des pluies torrentielles. Et on voulait mettre l'accent sur le fait qu'on a besoin effectivement d'études, parce que ce qu'on voit dans la presse, c'est que ces éléments sont dits, mais jamais argumentés. On n'a jamais de référence à telle ou telle étude qui nous dise qu'effectivement, on a un sous-calibrage. En tout cas, dans la presse, ça n'apparaît pas. Peut-être qu'il y a des études qui existent, mais en tout cas, il n'y a pas la référence à ces études dans ce discours. Donc, ça apparaît comme un discours un peu général, un peu allant de soi, que tout le monde accepte d'ailleurs, que l'on entend
par ailleurs, mais on cherche effectivement l'argumentation. Et comme le disait Anaïs, moi je l'ai constaté ailleurs. Le réseau d'assainissement de Quito, par exemple, on incrimine les déchets que jette la population dans les ravines. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce type d'éléments, c'est que le réseau d'assainissement se trouve à la fois comme étant la cause désignée des inondations, mais aussi est une victime des inondations, puisqu'il est endommagé par ces inondations. Donc, ceux qui gèrent ce réseau d'assainissement portent aussi ce risque. C'est-à-dire que ce sont des acteurs aussi qui peuvent participer de la construction du risque. C'est-à-dire de mettre l'accent sur l'importance de gérer, savoir gérer ces inondations. Donc, ça nous amène directement aux enjeux politiques de cette gestion du risque. Alors, le fait d'avoir dit au départ, le risque est une réalité abstraite, c'était un moyen de dire qu'effectivement, gérer le risque, ce n'est pas évident. Alors, l'idée aussi, c'est de ne pas avoir de grille de lecture facile, de trouver une solution à c'est mal géré, c'est la corruption, etc. On va y venir, mais il faut bien comprendre que gérer le risque, c'est d'abord sensibiliser à quelque chose qui n'a pas eu lieu. Alors, dans le cas des inondations, c'est récurrent, hein, mais on peut imaginer, dans le cas de séisme, quand il n'y a pas eu de séisme, il faut faire comprendre, enfin, il faut sensibiliser au fait qu'il y en aura peut-être un. Et ce n'est pas du tout évident d'agir pour que quelque chose qui n'a pas eu lieu n'ait pas lieu. Hein. Et puis, l'autre problème, c'est d'arbitrer. Le risque, la gestion du risque, c'est un arbitrage finalement entre différents risques, et on l'a vu. On construit sur des zones inondables, ce n'est pas pour le plaisir. Il y a des logiques qui font qu'on construise sur ces zones inondables. Et c'est un arbitrage entre ce que l'on investit et ce que l'on peut perdre à un moment donné. Et est-ce qu'on est prêt à risquer justement cette perte ou pas? Voilà. Donc, à partir de là, les questions qui se posent, c'est comment on justifie une gestion du risque et une préparation à la gestion de crise, hein, pour faire écho à la question qui a été posée avant. Comment on le territorialise, parce que il y a une incertitude toujours sur l'aléa. Qu'est-ce qu'on va aussi protéger? Les moyens ne sont pas extensibles, hein, donc comment on investit pour faire des ouvrages de protection, par exemple, hein, voilà, on les met où? Donc il y a une question territoriale, hein, savoir où on va gérer, où on va mettre l'accent. Et puis alors la troisième, parce qu'en fait c'est sur voilà, donc comment on justifie, comment on territorialise et quels sont donc finalement les arbitrages que l'on fait. La diapositive suivante. Voilà. Alors là, on va revenir sur la frise chronologique donc que tu as élaborée, qui nous rappelait effectivement ces grands événements. Oui. Pour montrer que... Donc, comme on l'a dit précédemment, les inondations existent depuis plusieurs décennies et même plusieurs siècles, mais elles sont rentrées dans l'agenda politique assez récemment. Donc, en fait, il y a deux choses à mettre en avant. Tout d'abord, donc sur cette frise, ce qu'on a mis en avant, c'est ce qui est plus relatif à la gestion de crise, donc lorsque la catastrophe a eu lieu. Et ensuite aussi ce qui est relatif à l'aménagement du territoire. Et ici, donc, notamment les différents codes de l'aménagement qui font mention du risque inondation. Donc les premiers datent de 1994. Et en fait, les catastrophes ont introduit cette notion du risque dans la réglementation tunisienne et donc à différentes échelles, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle plus particulière du Grand Tunis, et que en fait, elle participe à la construction d'outils de gestion, donc de différentes sortes. Que ici, je pense que c'est pas trop l'objet de développer trop à ce moment-là, parce que ça devient trop technique. Mais oui, l'idée, c'est de mettre en avant que les différents événements catastrophiques,
ont participé à la construction de ce risque dans l'aménagement du territoire tunisien. Du risque et des outils. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, ils permettent, ils donnent l'argument, ils donnent la justification d'un certain nombre d'outils donc, qui existent dans la législation et de manière opérationnelle. Ensuite, bon, après, est-ce qu'ils s'appliquent ou pas? Donc oui, étant donné, je voulais juste rappeler que pour le coup, je suis plus orientée vers le côté opérationnel dans le sens où je suis étudiante en urbanisme. Dans mes travaux, je me suis intéressée aux acteurs et aux champs d'acteurs de la gestion du risque inondation en Tunisie. Et ce qui est important de noter, c'est la grande diversité d'acteurs en Tunisie concernant cette gestion du risque. Donc, plusieurs points. Tout d'abord, les acteurs institutionnels qui sont les acteurs comme nous l'avons mis de premier plan. Donc là, le schéma qu'on a choisi de mettre en avant, il est simplifié, bien sûr, pour essayer d'être le plus direct possible. Et il met en avant les 3 volets de la protection hydraulique dans le pays, donc qui fonctionnent en fait par échelle. Tout d'abord, les acteurs centraux, qui sont divisés en 2 ministères. Tout d'abord, le ministère de l'Agriculture qui, lui, a une compétence en amont des villes, donc au niveau des barrages et au niveau des oueds, mais donc qui n'est pas dans l'espace urbain. Et de l'autre côté, le ministère de l'Équipement, qu'on appelle le MEAT, qui lui gère les inondations dans l'espace urbain. Et donc, ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est que comment ces 2 ministères dialoguent entre eux pour justement pour gérer le risque qui existe dans les 2 cas, mais dans le cas du risque en dehors des villes, ça peut être comme une ressource, étant donné que comme l'a dit Alexis, l'eau dans l'espace agricole, c'est toujours bénéfique, alors que dans la ville, ça peut devenir un risque. Mais toujours, il faut relativiser cela parce que l'eau aussi pour les habitants est importante. Donc là, c'est ce que je souhaite mettre en avant pour les acteurs centraux. Et à côté, il y a les collectivités locales qui, elles, gèrent notamment le réseau d'assainissement et le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Mais ce qui est important de mettre en avant, c'est que les municipalités tunisiennes font face à un problème qui est le manque de moyens financiers, mais aussi le manque de moyens humains. Et donc, cette compétence de gestion du réseau d'assainissement, parfois, ne peut pas être remplie. Et donc, les municipalités délèguent souvent ces compétences à l'ONAS, l'organisme national d'assainissement. Et donc, toute cette réflexion doit se faire face à une réflexion plus générale de décentralisation qui est d'actualité avec la nouvelle constitution et comment la décentralisation en fait agit dans la gestion du risque et comment les acteurs à différentes échelles s'organisent face à cela. Donc, effectivement, donc ça, c'est une des problématiques sur lesquelles on veut travailler. Hein, c'est comment le contexte de décentralisation joue sur cette gestion du risque et sur la gestion de crise également. En fait, il y a une madame Anissa Chabi, justement, qui pose une question qui est dans ce sens, qui demande quelles sont les solutions à prévoir en cas de crue, sachant que ces crues sont aléatoires dans le temps. Et elle parle de réchauffement climatique, justement, qui a accéléré ces phénomènes. Donc, elle demande un petit peu, enfin, c'est un petit peu ce que vous étiez en train de dire par rapport aux solutions concrètes. Voilà. Alors, peut-être que, on va répondre tout de suite et si vous pouvez avancer sur le diaporama, je vais vous montrer 3, voilà, là, c'est celle-ci. Voilà, là, sur cette figure, vous avez un peu résumé les différentes approches que l'on peut avoir pour gérer ce risque. On peut avoir une approche par l'aléa, d'où l'importance de bien distinguer les choses.
lutter contre les dynamiques naturelles, lutter contre les inondations, et ça peut passer par de l'aménagement concret. On fait des barrages, on fait des digues, on poldérise, voilà, on assèche, mais ça veut dire qu'on essaie de contenir d'une certaine manière l'eau qui existe. Donc c'est quelque chose qui est très très ancien, qui existe d'ailleurs en Tunisie, dans le milieu méditerranéen depuis très longtemps. Et enfin, il y a des siècles, hein, c'est cette lutte pour canaliser l'eau, mais que l'on retrouve ici et qui relèverait donc dans la ville du MEAT, justement, hein, d'où l'importance d'avoir bien en tête. Alors, qui relève du MEAT, qui peut relever aussi des municipalités. Donc là, déjà, vous voyez, vous avez une première complication, c'est le dialogue que l'on a entre les échelons pour savoir comment on aménage concrètement cet espace. Le problème de ce type de solution, qui est une réponse, hein, c'est que d'une part, ça peut donner un sentiment de sécurité qui est factice, hein, c'est-à-dire qu'on va aménager, puis on va finalement construire au plus près de ces aménagements-là, en pensant qu'on est en sécurité, puis il suffit qu'il y ait un événement exceptionnel, ça craque, et alors là, pour le coup, la catastrophe est encore plus grande. Voilà. La deuxième, c'est le fait de contenir l'urbanisation. Donc, ne pas s'exposer, puisqu'on a bien vu que c'était un des éléments qui construit le risque. Je reviens sur la remarque, enfin la question de l'auditrice, puisque nous, on disait, bon, réchauffement climatique qui effectivement produit une grande variabilité, c'est une chose, mais là, on est dans de l'incertitude très, très grande. Et puis, on est sur d'autres échelles, hein, et puis ça va prendre effectivement du temps. Nous, on insiste sur le fait qu'à intensité de pluie égale, à crue égale, si vous construisez sur un WED, de toute façon, même s'il n'y avait pas cette idée de changement climatique, on aurait du risque qui se construit. Donc, l'un des éléments, c'est effectivement de limiter l'urbanisation, de la canaliser. Mais, donc, quand on parlait des acteurs, c'est là où il faut bien voir qu'on a différents acteurs sur le territoire et que c'est un compromis qu'il faut faire. Donc, comment on fait respecter une planification? 1, 2, est-ce que cette planification déjà existe? Puisque tu as vu qu'effectivement, il y a des éléments qui sont introduits dans la planification, mais finalement pas généralisés. Donc, l'un des objectifs, d'ailleurs, c'est de travailler éventuellement avec des organismes comme l'Agence d'urbanisme du Grand Tunis et de voir comment effectivement cette planification préventive se fait et comment elle s'applique, sachant qu'il y a cette dynamique d'urbanisation en partie informelle, mais aussi pas informelle, hein, des promoteurs avec d'autres formes d'informalité qui poussent à construire. Et donc la troisième option, c'est de se dire on aura des inondations, on aura des dégâts, donc il faut surmonter le plus vite possible. Et ça, c'est une logique qui est internationale. C'est le troisième volet, c'est la gestion de crise. C'est-à-dire comment faire que, de toute façon, on sait qu'on va être exposé à des inondations, comment finalement on s'adapte, comment on surmonte ces éléments-là. Et donc là, ça passe effectivement par de la préparation à la gestion de crise, mais ça veut dire que l'on accepte qu'il y ait un minimum de dégâts, donc qu'il y ait une prise de risque. Donc, face à l'incertitude, j'ai envie de dire, de cette variabilité climatique, une des réponses qui est donnée, c'est de dire, bien oui, on va subir des inondations, mais on fait en sorte qu'on surmonte le plus rapidement ces inondations. Et ça, c'est vraiment le principe de la gestion de crise et donc de comprendre tout le mécanisme de gestion de crise. Donc, préparation, c'est-à-dire on fait des scénarios. Les acteurs de la gestion de crise sont il y a la protection, enfin la protection civile, hein, l'Office de la protection civile, qui s'entraîne, qui fait je suis en train de, comment ils appellent, des opérations blanches, c'est-à-dire pour développer des réflexes, mais on peut faire ça aussi au niveau des populations. Et donc, là, vraiment, l'objectif que nous avons là, maintenant à Tunis, c'est justement de comprendre comment on fait la gestion de crise, comment les acteurs de la gestion de crise se représentent la ville et comment
ils peuvent appréhender une crise future. Alors, Anaïs, notamment, dans un programme avec l'AFD sur des quartiers qui sont traités par l'AFD et l'Agence de rénovation urbaine, la rue, et moi avec l'ONPC, notamment, à travers les scénarios, parce qu'effectivement, les scénarios de gestion de crise qu'on peut élaborer passent d'abord par une connaissance fine de la ville, pour faire un système d'information qui permette de réagir le plus rapidement possible en cas de catastrophe. Et vous voyez, on voulait un peu présenter ces différents volets pour montrer qu'il y a différents types de réponses en fonction de comment on comprend la dynamique de construction du risque. Donc, analyse notamment, c'est avec les habitants et comment les habitants eux-mêmes peuvent faire face à cette urgence. Oui, en fait, c'est l'objet du travail que je vais commencer dans cette période, c'est accompagner les habitants et les habitantes des quartiers populaires qui se trouvent notamment en périphérie de l'agglomération et penser avec eux en fait le risque sous toutes ses formes. Donc là, on parle du risque inondation, mais il y en a plein d'autres. Et les accompagner, leur donner les clés pour mieux pouvoir répondre face aux crises qui, en fait, comme le dit Alexis, existent et existeront par la suite. Et c'est donc cette question de résilience qu'il est important de mettre en avant. Parce que la notion de résilience est plutôt du côté de l'action, c'est-à-dire accepter que le risque existe et comment agir face à ce risque et à cette crise plutôt. Donc ces épisodes catastrophiques. Et donc le projet des pépinières urbaines, c'est un projet d'accompagnement des programmes beaucoup plus lourds de rénovation urbaine et de construction avec la population de projets qui sont bien sûr plus petits, mais qui aident la population à prendre en main en fait des sujets liés à leur quartier et liés à leur quotidien. Donc je pense qu'on peut revenir sur les acteurs ou Oui, ou moi, j'aurais peut-être une question. Voilà, justement, les acteurs. Donc, vous avez cité un certain nombre d'acteurs, ministère de l'Agriculture, oui. Ministère de l'Équipement, Office de la Protection civile. Mais qui coordonne voilà, y a-t-il une instance en Tunisie, en tout cas sur le Grand Tunis, qui coordonne ces différentes institutions pour justement mieux apprécier le risque? Et vous parliez de la nécessité de connaître finement effectivement la cité, de connaître finement effectivement les risques, donc cette cartographie du risque, mais existe-t-il une instance coordinatrice entre ces différents acteurs aujourd'hui? Oui, c'est toute la problématique de Tunis aujourd'hui, mais Tunis ne fait pas exception, c'est le cas de nombreuses métropoles. C'est une multiplicité d'acteurs et une coordination qui, bien sûr, existe parce qu'on ne va pas non plus tout simplifier, mais qui est partielle et des informations en fait qui circulent mais assez mal. Donc les instances, donc là j'ai parlé du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Équipement, en fait elles sont assez cloisonnées et les informations sur le risque sont souvent sont sectorisées. Et comme vous le dites, il n'existe pas actuellement d'instance générale qui fait en sorte de fédérer les différents acteurs autour de la gestion du risque. On est en plus dans un moment qui est un peu charnière parce que il y a cette question de la décentralisation. C'est-à-dire qu'on a une métropole avec plusieurs municipalités, avec 4 gouvernorats. D'où l'intérêt d'ailleurs de travailler sur des métropoles. C'est-à-dire qu'on a cette division donc de l'administration, des éléments déconcentrés du pouvoir national,
à travers les gouvernorats, donc les délégations aussi, les municipalités qui commencent à avoir des compétences dans ce domaine-là. Et ça implique effectivement c'est censé impliquer, de notre point de vue, effectivement, une coordination d'ensemble. Mais il faut bien voir qu'il faut composer avec l'héritage. Il faut composer avec, effectivement, des administrations qui ont leur mode de fonctionnement, qui ont leur propre base de données, leur propre expertise. Donc, il faut faire avec ça. Voilà, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on met des gens qui ont aussi des traditions et des formations très, très différentes ensemble et autour de la table, plus ces nouvelles compétences à un échelon local, plus les injonctions internationales à la participation citoyenne. Voyez, donc, effectivement, cette question de la gouvernance nous intéresse particulièrement dans ce contexte aujourd'hui de dynamique de décentralisation. Ça c'est vraiment un point qui est crucial. Et Anaïs précisait celui du savoir, parce que construire le savoir, là aussi, se fait avec ces différents héritages. Chacune de ces administrations et chacun de ces acteurs a ses propres données, qui ne sont pas toujours d'ailleurs homogènes, qui ne sont pas toujours comme on dit en géomatique, hein, dans les systèmes d'information géographique, interopérables, hein, c'est-à-dire que des données qui sont construites quelque part, elles ne sont pas forcément facilement communicables avec d'autres. Donc ça, c'est un vrai problème, et pourtant il existe justement l'agence urbaine du Grand Tunis qui pourrait être un élément commun, puisque, comme son nom l'indique, elle agit sur l'ensemble du Grand Tunis, au moins en termes d'information, en termes de savoir, comme un acteur de la diffusion de l'information. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un problème qui est majeur, mais c'est vrai que ce qu'on a voulu dire jusqu'à présent, c'est parce qu'on entend ce genre de discours, il y a des discours très très faciles sur il manque de la coordination, il y a du clientélisme, il y a de la corruption. Il faut voir que c'est quelque chose qui se pose partout et qui est un élément complexe, voilà, qui est plus complexe que aussi c'est l'idée de le dire comme ça aussi simplement. On a à peu près dit ce qu'on avait dit. Enfin, on avait prévu d'autres diapositives, mais elles étaient à mettre sous le coude s'il y avait des questions particulières. Donc, voilà, nous espérons que nous avons… Alors, notre idée, c'était d'ouvrir aussi le débat et de susciter l'intérêt pour cette question et d'échanger, puisque, encore une fois, nous avons commencé les travaux, mais ils vont se poursuivre et nous souhaitons justement approfondir dans le sens des questions qui ont été posées. Eh bien, merci beaucoup. Merci Anaïs Bégy, merci Alexis Sierra de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. C'était extrêmement dense. Je crois qu'effectivement, on pourrait faire une deuxième conférence. Bon, on espère qu'on aura l'occasion de vous revoir à l'Institut français en présentiel un jour avec un auditorium plein de monde. En tout cas, un grand merci à vous. C'était très riche, très dense, très complet, beaucoup de choses. Et puis, je voudrais en profiter pour maintenant vous dire que vous avez la possibilité de continuer en visionnant un très beau spectacle. On va parler de spectacle qui a été co-conçu par une scientifique de l'IRD, une océanographe et une chorégraphe. Donc, un très beau spectacle de danse. Ça ne dure que 14 minutes 50 secondes, mais c'est du pur bonheur. Et ça s'appelle Step for a Change, quelques pas pour un changement dans ce monde un peu perturbé aujourd'hui. Voilà, donc nous vous laissons terminer cette fête de la science 2020, IRD-IFT, avec quelques pas pour le changement. Steps for a Change. Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup.